Bien, bonsoir à tous. Content de vous retrouver, en plus sur un thème, je ne sais pas si c'est ludique, mais en tous les cas, qui est une pédagogie du maritime, qui met certainement en valeur un certain nombre du maritime. Et puis ce soir, nous accueillons un ami, j'allais dire des Mardis de la Mer, mais je ne vois pas pourquoi je dis ça, un ami tout court en fait. Hein. Donc ça fait très plaisir d'accueillir Philippe Fourier, ça fait plaisir de retrouver également un certain nombre d'amis. Merci d'être là, Michel, merci à tous ceux qui sont là. Alors ce soir, nous avons d'abord une information, une étonnante réalité. C'est notre intervenant qui a choisi cet intitulé « Un quart du sport français nautique ». Ça, c'est la première bonne nouvelle. Alors, je me souviens, on avait travaillé déjà cette question du nautisme il y a quelques années, et l'intervenant nous avait dit, c'est un peu, on en est toujours aux 420 grands-pères. Et donc, c'est ce qui peut expliquer que, finalement, il y a moins d'intérêt pour le sport nautique. Visiblement, tout a changé. On nous avait expliqué que dans le domaine de la neige et de la montagne, il y avait du skate, il y avait des choses nouvelles. Bon, nous, on a le foil, tu vas certainement nous parler de tout ça. En tous les cas, on est absolument ravis. Et comme d'habitude, le président de l'Institut français de la mer, que tu connais bien également, eh bien, va te faire une présentation personnalisée. Et je pense qu'il avait tous les ingrédients pour le faire. Merci. Merci Christian. Merci Philippe d'être là. Cher Philippe, la planche à voile, ça mène loin. À 20 ans, tu es un coureur de niveau régional et tu as convaincu l'agence North Sail, le premier fabricant mondial de voiles, d'être ton sponsor. Alors comme ça, 2 ans après, il te propose un poste de commercial. 4 ans plus tard, tu relances l'association des professionnels de la planche à voile et en 3 ans, tu fédères 80% de l'activité de ces professionnels de la planche à voile. Alors cette réussite, ça aiguise de l'appétit. La Fédération des industries nautiques absorbe ton association et tu vas être pendant 12 ans responsable du développement, puis délégué général adjoint, puis délégué général de cette Fédération des industries nautiques. Dans ces fonctions, tu crées la Confédération européenne des industries nautiques qui regroupe aujourd'hui 11 pays. Tu commandites et tu édites un rapport sur l'impact environnemental du nautisme pour cette confédération. Tu es membre fondateur de l'Association pour la plaisance éco-responsable, qui est chargée en particulier de créer un réseau national de déconstruction de bateaux de plaisance. Tu crées et tu es le premier commissaire général de la Fête du nautisme, cet événement national qui, pendant 10 ans, a fait découvrir les pratiques nautiques et a attiré jusqu'à 1 million de Français. Et puis nous sommes en 2011, tu quittes la FIN, la Fédération des industries nautiques, pardon, pour fonder à Dinan une agence de communication, Ilago, dont tu es gérant. La mer n'est toujours pas loin. Pour ceux qui connaissent la Bretagne Nord, qui connaissent Saint-Briac ou Lancieux, l'île Ago, c'est en face. Ilago, ce sont 7 pôles de compétences, 8 experts de communication, 80% d'activités maritimes. Tu es en particulier l'homme qui sait organiser des assises et des salons regroupant plus de 1500 personnes. Tu es coordinateur des assises de l'économie de la mer depuis 2013, des assises de la pêche et des produits de la mer depuis 2016, des assises du nautisme et de la plaisance de 2018 à 2019. Tu es commissaire général d'Euromaritime, le salon de l'économie maritime, et d'Euro Waterways, le salon de l'économie fluviale de 2013 à 2017. Tu es co-créateur des assises économiques des Outre-mer en 2021, des assises du New Space en 2022, de la journée du bateau électrique et des assises nationales du fleuve en 2023. Ton agenda est bien rempli, mais tu sais donner ton temps à des associations et des organisations qui œuvrent pour la mer et les activités maritimes, et tu es toujours un pratiquant confirmé de windsurf. Et tu as accepté en 2024 de devenir président du conseil d'administration de l'École nationale de voile et des sports nautiques, établissement public qui relève des ministères chargés des sports et de celui de la mer, et tu vas nous dire ainsi qu'un quart du sport nautique est français, du sport français est nautique. Merci d'être là, Philippe. Alors, il y a une autre étonnante réalité, cher Christian, cher Eudes, au-delà du fait que vous m'ayez invité, qui m'étonne encore, c'est pour moi de m'exprimer dans un institut aussi prestigieux que l'Institut catholique de Paris, pardon, oui, je le rapproche à ce moment-là, l'Institut catholique de Paris, dans la mesure où je suis quelqu'un qui a fait peu d'études. Oui, parce que je suis un planchiste et l'appel de la mer a été très fort, aux grandes dames de mes parents d'ailleurs, qui auraient préféré me voir plus assidu sur des bancs tels que ceux-ci, mais non, j'ai préféré aller naviguer et puis en effet intégrer assez jeune
une très belle marque Norsels dans le domaine voile de planche à voile. Voilà, parce qu'il y a Norsels, voile de bateau de plaisance, évidemment. Oui, donc il m'appartient aujourd'hui, merci d'être là, de vous parler de sport nautique et en effet de cette étonnante réalité. C'est-à-dire qu'on a du mal à envisager le nautisme dans toutes ses dimensions. On dit voile, ça paraît assez simple, on dit bateau à moteur, mais si on va au-delà, on le sait moins. Donc c'est un petit peu de cela dont je vais essayer de vous parler ce soir. Alors, le nautisme, c'est tout ce qui va sur l'eau, dans l'eau, sous l'eau. Alors c'est amusant parce que ces trois formules, je les ai vues, je les ai découvertes dans le PowerPoint que l'École nationale de voile et des sports nautiques a préparé pour moi. Rassurez-vous, j'ai travaillé après dessus. Et ça m'a amusé parce que c'était en effet les formules que nous utilisions pour décrire la fête du nautisme. La fête du nautisme, donc, nous avons créé au sein de la Fédération des industries nautiques au début des années 2000. C'était sa formule, sur l'eau, dans l'eau, sous l'eau, et nous réunissions toutes les activités nautiques, la multitude d'activités qui composent le nautisme. Alors, je ne résiste pas au plaisir de vous raconter cette petite anecdote. En fait, cette fête du nautisme m'a été commandée par une très très grande dame du nautisme, dont nous parlions il y a quelques minutes, qui s'appelle Annette Roux. Connaissez-vous Annette Roux? Oui. Voilà. C'est Annette Roux, qui est en fait née Annette Beneteau, est l'héritière des fondateurs du chantier Beneteau à Saint-Gilles-Croix-de-Vie au XIXe siècle. Et elle a construit, avec l'aide de son mari, elle a construit un véritable empire du nautisme qui est un leader mondial de la voile, et un des premiers constructeurs de bateaux à moteur au monde. Donc c'est une très très grande dame et Annette Roux me dit « Philippe, j'aimerais que vous m'organisiez les journées du bateau ». Et puis avec l'aide d'un certain nombre d'amis, on s'est dit au sein du monde du sport et du nautisme que c'était un peu réducteur le bateau. Et donc on s'est ramené sur cette notion de nautisme, sur l'eau, dans l'eau, sous l'eau, avec cette multitude d'activités. Alors vous avez à l'écran un nuage de mots avec un certain nombre d'activités, de très nombreuses activités. Alors c'est amusant, j'ai cherché ce nuage de mots avec ChatGPT. Je lui ai dit, s'il vous plaît, parce que je dis s'il vous plaît à l'intelligence artificielle, on ne sait jamais. Hein. D'ailleurs, ce n'était même pas ChatGPT, c'était le chat. S'il vous plaît, pourriez-vous me sortir toutes les activités nautiques? Donc le chat m'a sorti ça, et c'est amusant, il avait oublié le bateau à moteur. Il avait oublié le motonautisme, qui est quand même une des principales composantes du nautisme. Donc là, vous avez toutes les activités que l'on considère nautiques. Il en manque peut-être. Il y en a peut-être qui sont contestables. Je vois chasse au trésor aquatique. Pour tout vous dire, je n'en avais pas entendu parler jusqu'à la préparation de cette intervention. Wave ski, c'est pas très clair pour moi, mais j'imagine que les pratiquants, eux, pourraient nous en dire plus. Voilà, donc une multitude d'activités qui forment le nautisme. Alors, le nautisme, tel qu'on l'entend aujourd'hui, est une pratique qui est venue d'Angleterre au XIXe siècle et qui, à l'époque, était réservée à des classes aisées. Très concrètement, par exemple, je ne sais pas si vous le savez, mais Jules Verne a été un grand amateur de voile. Il pratiquait la voile, notamment en baie de Somme, avec son premier bateau, le Saint-Michel, qui était basé au Crotoy. Et savez-vous avec qui il naviguait? Parce qu'il ne naviguait pas à bord d'un 420, hein, pas à bord d'un dériveur, c'était un vrai bateau. Qui étaient ceux qui venaient naviguer avec lui? Qui étaient ceux qui connaissaient la voile et qui, pendant la belle saison, plutôt que d'exercer leur activité, allaient naviguer avec lui? Les pêcheurs. Donc les pêcheurs qui étaient des pêcheurs à la voile étaient recrutés par Jules Verne et ainsi que par les autres propriétaires de bateaux à voile sur leurs différents bassins de navigation, et ils naviguaient avec lui. Donc Jules Verne, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, était de ces précurseurs du nautisme.
Évidemment, les Anglais, on le disait, les Anglais la voile, les Anglais d'ailleurs qui se sont fait damner le pion dès 1851 sur la première grande régate, la Coupe des 100 Guinées, Guinée étant la monnaie, la Coupe des 100 Guinées, qui a été remportée par un yacht américain, l'America, face à 14 Britanniques, affûtés comme ils pouvaient l'être, et ils se sont fait prendre la Coupe des 100 Guinées, qui est devenue depuis la Coupe de l'America. L'America's Cup. Alors, on est donc sur cette deuxième moitié du XIXe siècle, l'émergence du nautisme, et c'est important, je pense, d'en parler, l'émergence du motonautisme. Pourquoi c'est important et utile d'en parler? Parce que le motonautisme est français. Ça, c'est quelque chose, quand on voit aujourd'hui les marques de bateaux de moteur, de bateaux de plaisance, si je cite Yamaha, Honda, Evinrude, Mercury, ça, c'est pas très français. Et pourtant, tout le motonautisme a été inventé en France. Et je ne résiste pas au plaisir de vous lire un texte qui, je l'espère, ne sera pas trop long, que nous devons à Daniel Charles, docteur en histoire, peut-être connu dans cette maison, expert du patrimoine maritime, qui a écrit « Dire le motonautisme français tient du pléonasme, un peu comme le Voltaire français. Le motonautisme, tout le motonautisme est français par naissance, et c'est en France qu'il a grandi. Déjà, avec Denis Papin en 1704 et Jouffroy d'Aban en 1775, le bateau à vapeur avait été une invention de l'Hexagone, même si elle ne pouvait prétendre être tricolore, puisque le bleu-blanc-rouge lui était postérieur. Je reconnais son côté facétieux. Le motonautisme connut toutes ses premières sur la Seine. C'est ça aussi qui est intéressant. C'est que le motonautisme est né non seulement en France, mais en eau intérieure, sur la Seine. C'est là que navigua en 1865 le premier bateau à moteur à explosion de l'histoire, conçu et construit par Lenoir pour l'éditeur Dalloz. Dalloz, déjà. C'est encore sur la Seine que navigua en 1880 le premier bateau électrique, inventé par Gustave Trouvé, ça ne s'invente pas ça non plus. Le premier bateau à moteur commercial conçu par Lenoir, motorisé par Roire sur une coque construite au chantier de Caillebotte. Oui, les peintres impressionnistes eux-mêmes, transporta des passagers entre Le Havre et Tancarville en 1887. L'année suivante, le premier moteur à explosion avec Arbracam en tête de l'histoire équipait le yacht Jolie Brise. Son moteur, qui est aujourd'hui exposé au CNAM, au Conseil national des arts et métiers, avait été conçu par le Parisien François Forest. Le moteur du premier bateau à moteur hauturier fut construit à Paris chez Roire, encore, système Lenoir, monté dans le yacht Jezirel qui partit du Havre, rallia Marseille par la Seine et les canaux avant de s'avancer vers Constantinople en 1888-89, puis d'en revenir. Et en 1896, tenez-vous bien, 2 ans après la première course motonautique à Nice, naissait sur la Seine l'Hélice Club de France, le premier club motonautique de l'histoire, Hélice Club de France qui existe toujours. Qui inventa le premier hors-bord? Un Français, Alfred Seguin, en 1892, qui testa la première coque planante, le comte de Lambert, à partir de 1897, sur la Seine, bien sûr. Qui construisit la première transmission en Z? Le Vavasseur, avec son autonautile de 1899. Qui inventa l'ancêtre et l'inspirateur du moteur Longtail? Gabriel Trouche, avec la motogodille de 1903. Qui breveta et testa, jusqu'à un record du monde, la première coque à simple redent? Paul Bonnemaison en 1906. À cette occasion, il inventa aussi la première hélice de surface. C'est le même ingénieur qui réalisa à partir de 1931 le premier moteur dépassant 100 chevaux au litre, un hors-bord de course connu sous le nom de Dupuis-Soriano. Qui définit la forme du bateau à moteur gonflable? Pierre de Broutel commença à tester le Zodiac. Bravo, en 1934. On pourrait continuer encore et encore. L'histoire du motonautisme en France est la plus riche du monde parce qu'elle est la plus longue. Cette histoire est plus qu'un recueil d'anecdotes épatantes. C'est, pour peu qu'on la fasse connaître, un facteur d'identité pour tous les motonautes d'aujourd'hui. Je propose qu'on applaudisse Daniel Charles. Je ne sais pas s'il nous entendra, mais je pense qu'il serait ému de savoir que l'on a évoqué son nom aujourd'hui. Voilà, donc c'est très intéressant parce que je me permets une digression, j'espère que vous me la pardonnerez, mais une fois de plus, j'ai envie de dire, la France a été précurseur, la France a inventé, mais la France n'a pas décliné.
aujourd'hui, le motonautisme, comme je vous le disais, il est américain, japonais, très majoritairement. Et ça, c'est un petit peu l'une de nos caractéristiques, et j'ai entendu ça dans une conférence, notre incapacité ou notre grande difficulté à transformer l'invention en facture. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. En fait, il faut être capable de transformer l'invention en facture. Nous, en France, et je voulais dire ça parce que nous sommes avec des étudiants qui seront les entrepreneurs de demain, nous avons une grande difficulté à transformer l'invention en facture. Et en fait, cette capacité-là, c'est ce qu'on appelle l'innovation. Moi, j'ai toujours été fasciné par l'idée, dans un autre registre géographique, mais quand même, se dire quand même que les États-Unis, des Grands Lacs canadiens jusqu'à la Nouvelle-Orléans, ont été découverts par des Français. Et au premier rang desquels, Robert Cavelier de La Salle, au XVIIe siècle. Enfin, moi, je parle sous ton contrôle et avec... Et ce n'est pas nous qui sommes là-bas. C'est fou, quand même. Voilà, donc essayons, s'il y avait un petit message que je voulais passer en plus du reste, essayons d'être des innovateurs en plus d'être des inventeurs, d'être capables de transformer l'invention en facture. Ensuite, pour quitter le XIXe siècle, évidemment, il y a un essor du nautisme après la Seconde Guerre mondiale. Là aussi, revenir un petit peu sur une très belle histoire, celle de la création des Glénans. L'école de voile des Glénans a été fondée... Des Mardis de la Mer. Je l'ignorais, tu vois, j'en suis d'autant plus touché. L'école de voile des Glénans a été fondée en 1947 par un couple extraordinaire, Philippe et Hélène Vianney, qui étaient des grands résistants, qui avaient notamment, publiaient partout en France un journal qui est devenu France-Soir et qui s'appelait Défense de la France, jusqu'à 430 000 exemplaires. Et puis, à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, ils ont ressenti le besoin de proposer à la jeunesse résistante, aux jeunes de France qui avaient été tellement bousculés par ces événements tragiques, leur proposer des moyens de se reconstruire, des moyens de se donner un avenir. Et les Glénans sont nés notamment de cette impulsion, avec des bateaux qui ont été conçus pour eux par Jean-Jacques Herbulot ou Philippe Harley, qui sont devenus des classiques absolument incroyables, qui sont le Vaurien, la Caravelle, le Corsaire, le Mousquetaire, bateaux que nous retrouvons plus vraiment sur nos côtes. Je te rassure, puisque je fais référence à ce que tu disais par rapport à l'intervenant d'il y a quelques années, tout ça appartient au passé. Et donc je lis ce petit texte très rapide sur la création des Glénans, où 2 ans après, l'année 1949 fut une année de transition. La famille Bolloré n'avait pas souhaité nous garder sur le Loch, qui est l'une des îles des Glénans. J'en ai su depuis les vraies raisons, c'est Philippe Vianney qui parle, par Gwenaël Bolloré, qui est l'oncle de Vincent. Il m'était proche parce que sous l'occupation, il avait rejoint à 16 ans l'Angleterre en canot pour s'engager dans les commandos et qui partageait avec nous l'amour de l'archipel. Une grand-mère avait été choquée que nous rassemblions sur la même île garçons et filles. Pour la Bretagne, en tout cas, nous étions en ce domaine des précurseurs et la grand-mère ne fut pas la seule personne scandalisée. Surtout quand les croisières commencèrent et qu'il fut évident que les équipages étaient mixtes. J'ai trouvé ce petit témoignage de l'époque des Glénans assez savoureux. Et puis, après la Deuxième Guerre mondiale, donc l'essor des activités nautiques s'est poursuivi au fur et à mesure du développement et de la croissance globale des loisirs, pour arriver à quelque chose qui va nous éloigner un petit peu du Cadevin dont on parlait tout à l'heure. Donc là, vous allez voir un petit film, et sachez qu'il présente un événement où vous êtes toutes et tous cordialement invités.
Donc vous avez découvert sur ce film un certain nombre de pratiques qui, là, pour le coup, sont ultra-modernes dans le nautisme, puisque c'est le foil, la pratique sous ses différents formats. Donc vous avez vu du kite foil, du wind foil, c'est-à-dire de la planche à voile sur foil, du wing foil, qui est une pratique tout à fait moderne, avec une aile que l'on tient à bout de bras. Vous avez eu des mottes à foil, qui sont des dériveurs à foil assez ancien pour le coup, du NACRA 17, qui était d'ailleurs à foil, qui était aux Jeux Olympiques d'été. Donc, toutes ces activités que vous venez de voir dans la voile nautique, là pour le coup, font partie de ce qu'il y a de plus moderne en matière de nautisme. Et c'est dire, cher Christian, que nous avons beaucoup évolué depuis le 420, qui n'est, je vous le rassure ou je vous inquiète, qu'il n'est plus vraiment présent sur nos côtes actuellement, ou en tout cas de façon extrêmement minoritaire. Précisons qu'une fois de plus, on est très bon dans l'invention, puisque le kitesurf a été inventé par 2 Français dans les années 80, 2 frères, et qu'il a été popularisé par un kitesurfeur du nom de Manu Bertin dans les années 90. Et puis les foils, même si le foil a été inventé par un Britannique, Thomas Moy au XIXe siècle, a été véritablement développé sur les bateaux par 2 Français, Éric Tabarly et Alain Thébault, sur son hydroptère. Cela nous amène au cœur de notre sujet. Que pèsent les activités nautiques dans les activités sportives françaises? Alors là, nous avons un premier diaporama, ou en tout cas un premier slide, qui vous montre le nombre de pratiquants de sports de nature. Donc les sports de nature, ce sont les pratiques en dehors de stades ou de salles fermées. Donc 34,5 millions de pratiquants de sports de nature, dont 15 millions de pratiquants de sports nautiques. Alors vous allez me dire que là, on est on va un petit peu au-delà du quart de pratiquants de sport en France, et donc je suis même au-dessus de mon annonce et de ma promesse. On verra plus tard que c'est à relativiser, bien entendu. Mais 24% d'activité nautique, 22% d'activité subaquatique, c'est ce qui représente en fait les activités nautiques. C'est plus précis sur ce slide-là, où là on a une vision en nombre de pratiquants, en millions de pratiquants, alors sachant qu'il est vrai que nous pouvons avoir des pratiquants multisports. Donc tous ne sont pas forcément réduits à une seule pratique. Mais on voit 400 000 kitesurfers, 600 000 pratiquants d'aviron, 700 000 pratiquants de ski nautique et wakeboard, 700 000 également pratiquants de surf et bodyboard, 800 000 de rafting, 900 000 de motonautisme et jet ski, 1 million de planchistes, 1,1 million de pratiquants de stand-up paddle. Alors le stand-up paddle, c'est la planche sur laquelle on navigue debout, ou en tout cas on avance debout, avec une pagaie assez longue. Je ne sais pas si on verra une photo. La voile, 1,5 million. Alors la voile, elle est évidemment tout à fait protéiforme, puisqu'il y a le dériveur, le quillard, différents types de bateaux. 1,9 million de nage en eau vive hydrospeed. J'ai moi-même été surpris par le volume de pratiquants dans ce domaine. Et 2,5 millions de canoë-kayak et sports de pagaie. Ça, j'étais nettement moins étonné. Cela dit, si on fait un petit calcul et si on mesure le nombre de pratiquants, on arrive à 11,6 millions de pratiquants. 11,6 millions sur 44 millions de pratiquants réguliers de sport en France. Alors réguliers, je ne sais pas. En tout cas, 44 millions de pratiquants de sport en France, c'est 65% des Français. Donc vous voyez, je ne vous ai pas menti. 12 millions de pratiquants de sport nautique, 44 millions de pratiquants de sport en France. On est bien au quart du sport français qui est nautique. Pour tout vous dire, j'étais assez contente de retomber sur mes pieds parce que quand Christian et Eudes m'ont mis un peu la pression pour proposer un thème à cette intervention,
nous étions au téléphone et j'ai vaguement tapé rapidement sur un ordinateur et je me suis dit, tiens, ça a l'air de passer ça, mais je n'en étais pas sûr du tout. Bah si, tu vois comme quoi. Ma voix est pas eux. Ainsi, l'intuition n'était pas si mauvaise. Alors, une constante, je pense qu'elle est assez partagée par les sports, mais il y a... Ah non, quoique non, mais il y a très peu de pratiquants licenciés, c'est-à-dire qui ont une licence auprès d'une fédération sportive. Dans le domaine du surf, 15 000 licences pour 700 000 pratiquants, on le voyait tout à l'heure. En kayak et sport de pagaie, 270 000 pratiquants licenciés sur 2,5 millions de pratiquants déclarés, ce qui évidemment est toujours un grand sujet pour les instances dirigeantes des fédérations sportives, parce que leur raison d'être, ce sont les licences, c'est-à-dire l'achat chaque année d'une forme d'adhésion à la fédération, souvent assortie à une assurance pour la pratique, et notamment pratique en compétition qui est obligatoire, et ils ont du mal à capter plus de pratiquants, à faire rentrer plus de pratiquants dans leur fédération. C'est un fait, c'est un sujet. Et surtout, traditionnellement, les activités nautiques sont des activités de vacances, saisonnières, familiales, et donc, on le disait à l'instant, peu institutionnalisées. Nous avons donc moins de 20% de pratiquants réguliers. Un autre sujet qui est assez intéressant, c'est de voir qu'il y a une surreprésentation de cadres pour les activités nautiques. Vous voyez que nous avons notamment 18% de cadres pour les activités nautiques contre 11% pour les activités de sport de nature en général. Bon, ce n'est pas complètement étonnant puisqu'il y a une dimension de coût du matériel qui n'est pas nôtre, une dimension également de frais de déplacement, mais c'est l'une des caractéristiques de la pratique nautique. Alors, cette diapo est fausse. Cette diapo est fausse, et c'est amusant parce que j'ai décidé de la laisser quand même, parce qu'un jour, j'ai tapé donc toujours sur ce fidèle allié qui est soit le chat de Mistral AI, soit de Mistral AI, d'ailleurs, je devrais dire en français, de Mistral AI, soit de ChatGPT. Je lui ai demandé combien il y avait de licenciés dans les fédérations nautiques par rapport sur le volume global des fédérations. Et il a sorti cette phrase, qui est fausse. Qui est fausse puisqu'il n'y a pas... là, on devrait avoir donc 12 millions de licenciés. En fait, on a 16 millions de licenciés en France. Donc, on est assez loin des 25%. Mais on a vu... Alors, moi, j'étais très content que je l'avais trouvé à l'origine parce que ça correspondait bien à mon intitulé. Bon, en fait, je suis retombé sur mes pieds par ailleurs. Mais comme quoi, il ne faut pas forcément faire confiance dans l'intelligence artificielle. Elle est encore en cours d'apprentissage. Alors ça aussi, ça c'est une erreur chez moi. Donc là, il manque quand même un sport important dans les sports nautiques aux Jeux Olympiques d'été. Ils sont au nombre de 4 et pas de 3. Il manque l'aviron, canoë-kayak, surf, voile et aviron. On n'a pas été très très bon en voile, notamment sur les Jeux Olympiques de Marseille. Nous avons eu 2 médailles, une argent et une bronze. Je sais que c'est une déception. Mais il n'empêche que ce furent de très beaux Jeux Olympiques, mais on a eu quand même une médaille d'or en surf. Alors c'est une ou deux. Le garçon a eu la médaille d'or, et la fille, je ne me souviens plus. Là, vous voyez, un trou de mémoire. Quelqu'un sait-il combien nous avons une médaille en surf? A priori 2. Une or, c'est sûr. Bon. Peut-être oui, on a eu 2 médailles, une d'argent. Merci de cette contribution. Voilà ce que je peux vous dire sur le sport en matière d'enjeux de santé publique, parce que c'en est un, en tout cas de pratique. Mais le nautisme, c'est aussi un enjeu économique. On en disait un mot à propos d'Anne Trou tout à l'heure. Plus de 6 000 entreprises dans le nautisme, soit 45 000 salariés. Je suis assez étonné parce que ce sont des chiffres de la Fédération des industries nautiques qui sont d'une précision 44 629 salariés en 2023 en France.
6010 entreprises, hein, pas 11, pas 9, 6010 entreprises. Mais si c'est la Fédération des industries nautiques, c'est que c'est vrai par définition. Plus de 100 000 emplois indirects, un chiffre d'affaires qui ne figure pas ici, mais en construction de bateaux de plaisance et services, un chiffre d'affaires qui dépasse les 6 milliards d'euros, dont 80% pour la production qui est française, qui est vendue à l'export. Hein, donc c'est un secteur qui contribue très, très, très favorablement à notre balance du commerce extérieur. C'est hélas pas le cas de tous les secteurs économiques français. Mais je dis ça sans acrimonie, hein, c'est un constat, c'est hélas... mais heureusement, bon, nautisme fait partie, voilà, des secteurs fortement exportateurs. De très nombreux ports de plaisance, indispensables évidemment au stationnement des bateaux, que ce soit en mer ou à terre. Nous avons 473 ports de plaisance pour 252 000 places, 556 ports et bases fluviales pour 20 000 places et 40 ports à sec. Alors ça, c'est une des nouveautés de ces dernières années pour 11 000 places. C'est un système de stockage de bateaux qui est beaucoup plus développé aux États-Unis, par exemple, qu'en France. Mais il faut dire que le foncier en France est un petit peu plus limité que de l'autre côté de l'Atlantique. Mais c'est quelque chose qui se développe parce que nous manquons, ou en tout cas nous manquions, là les choses ont tendance peut-être à bouger un petit peu récemment, mais nous manquons terriblement de places de port dans notre pays pour faire stationner des bateaux de plaisance. Et c'est un sujet, d'où le développement de ce nouveau système de stockage. Alors, peut-être que cela viendra dans des questions tout à l'heure, on me dira « oui, mais les bateaux ne bougent pas dans les ports ». Je te regarde, je suis sûr que tu allais me dire ça. Voilà. Non, non, c'est plus compliqué que ça, et si vous souhaitez que l'on en parle tout à l'heure, j'essaierai de vous répondre bien volontiers. Les sports nautiques constituent évidemment également un enjeu de sécurité. Hein, 8 000 à 10 000 opérations de secours par an, coordonnées par les CROSS, les centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage, souvent opérés par la Société nationale de sauvetage en mer, évidemment, qui est une des fiertés françaises, hein, cette association qui regroupe des milliers de bénévoles qui, dans des temps records, avec une capacité d'intervention de très haut niveau, interviennent bénévolement sur les théâtres d'opération pour les plaisanciers, pour les pratiquants de nautisme, mais également pour les pêcheurs ou pour la marine de commerce. Et on peut vraiment remercier et féliciter la CNSM et ses bénévoles d'être là. En 2024, donc 3 250 interventions pour la plaisance, 2 950 pour la plaisance à voile, et 3 250 pour la plaisance à moteur, 2 950 pour la plaisance à voile et 2 350 pour le reste des loisirs nautiques. Les avaries de propulsion arrivent en tête, évidemment, des causes de déclenchement, mauvaise préparation de la sortie, mauvais entretien du bateau, défaut d'expérience. Voilà ce que je souhaitais vous dire sur le nautisme. Je vais vous dire un petit mot, évidemment, de l'École nationale de voile et des sports nautiques. Comment fait-on, Christian, eux dont les questions se font à la fin, s'il y en a? Okay. Alors, l'École nationale de voile et des sports nautiques, là, vous avez une jolie photo aérienne, est un établissement public qui est positionné dans le Morbihan, sur la presqu'île de Quiberon, à Saint-Pierre-Quiberon exactement, au Bec-Rohu, c'est le nom de ce lieu-là, et c'est un établissement absolument extraordinaire. Vous le voyez déjà par son implantation, son positionnement en bord de baie de Quiberon, avec 10 000 mètres carrés couverts, donc le grand bâtiment que vous voyez au centre est le bâtiment de stockage où se retrouvent les ateliers et les bateaux à voile, hein, de tout type qui sont stockés. Sur la droite, vous avez le restaurant qui a une capacité d'accueil de 145 couverts par repas. Et puis derrière l'hébergement, on a jusqu'à 130 lits. Donc c'est un lieu unique, peut-être, en tout cas c'est le seul établissement public en France qui est capable de proposer à la fois de l'hébergement, de la restauration et de l'encadrement nautique. Alors ce n'est pas ouvert au grand public.
on ne peut pas se présenter et demander à faire un stage. Il faut, c'est réservé soit et principalement pour des stages de formation de moniteurs ou d'agents de l'État, hein, puisque établissement public, et puis surtout l'encadrement d'équipes de haut niveau envoyées par les fédérations sportives, au premier rang desquelles évidemment la Fédération française de voile, qui viennent préparer leur grand rendez-vous annuel voile. L'équipe de France de voile, de nombreux médaillés d'or et médaillés tout court en voile aux Jeux Olympiques sont passés par l'ENV. D'ailleurs, nous avons l'Allée des Champions, dont nous sommes très fiers, où sont représentés en photo tous les médaillés d'or voile aux Jeux Olympiques et qui sont tous passés par l'École nationale de voile et des sports nautiques. Mais autant peut-être regarder un petit film en espérant que ce ne soit pas trop... Ah, alors non, je suis allé trop vite. Alors, il faut que je trouve... Ah non... Ah, c'est là. Voilà. Donc vous en êtes aperçu, le film n'est pas totalement récent, hein. Les masques portés par certaines des personnes figurant dans cette petite vidéo le montrent, mais j'espère en tout cas que ça vous a donné une idée de ce à quoi ressemble ce superbe établissement, qui a une histoire amusante puisque il est né d'une volonté d'un grand homme d'État français, puisque c'est le général de Gaulle qui est à l'origine de la création de l'École nationale de voile et des sports nautiques. J'ai coutume de dire qu'en France, souvent, quand on soulève un caillou, on trouve soit Napoléon, soit le général de Gaulle. Et là, ça le montre une fois de plus. Grosso modo, si ma mémoire est bonne, en 1964, Jeux Olympiques, déroute de l'équipe de France, des équipes de France lors de ces JO. Évidemment, quand il y a une déroute française, le général n'est pas content. Il appelle Maurice Herzog, son ministre des Sports de l'époque, qui lui dit... Maurice, il va falloir me structurer la performance dans le sport français. Alors, Maurice Herzog se met au travail, et c'est de là qu'est né l'INSEP. Donc l'INSEP, qui je crois est à Fontainebleau, hein, non, Vincennes. Merci, je me trompe à chaque fois. C'est marrant, pourquoi je veux mettre l'INSEP à Fontainebleau? Merci. Voilà. Donc l'INSEP à Vincennes, et puis ils se sont rendus compte qu'ils avaient un certain nombre de sports qu'ils avaient du mal à loger à Vincennes, donc, la montagne, qu'ils ont logé à Chamonix avec l'École nationale du ski, la cavalerie à Saumur. Alors là, j'ai peut-être une petite idée, je vais en dire un mot tout à l'heure. Donc la cavalerie à Saumur avec le cadre noir, et puis la voile dans le Morbihan, au Begrehus, à Saint-Pierre-Quiberon. Alors pourquoi je fais un clin d'œil sur Saumur? Parce que je pense qu'on aurait tout à fait pu mettre la cavalerie à Vincennes. Rien ne l'empêchait, mais j'imagine que Maurice Herzog s'est souvenu que le général de Gaulle était un officier de cavalerie et qu'il serait probablement pas de bon ton de lui enlever la cavalerie de Saumur. Voilà, donc ils ont laissé la cavalerie à Saumur, et c'est très bien. D'ailleurs, l'Institut, qui est devenu maintenant l'Institut d'équitation et du cheval français, est un lieu absolument remarquable,
qui propose notamment des soirées de gala avec des spectacles proposés par le Cadre Noir qui sont tout à fait époustouflants. Donc si vous avez l'occasion d'aller à Saumur, n'hésitez pas, profitez-en. Et un petit peu comme ce qui est arrivé d'ailleurs à l'Institut national d'équitation et du cheval à Saumur, le NVSN va connaître un mouvement assez plus qu'important, qui va être une vraie révolution. C'est-à-dire que l'École nationale de voile et des sports nautiques va abandonner sa cape voile pour devenir l'Institut national du nautisme. Et ça, normalement, si tout se passe bien, je touche du bois, dans l'année. C'est-à-dire que cet institut va être en capacité d'adresser, proposer ses services à l'ensemble des acteurs du nautisme, tous ceux que l'on a pu voir dans la présentation précédente, aux acteurs privés, aux fédérations sportives en premier lieu, également sous une double tutelle, alors qu'aujourd'hui le ministère l'École nationale de voile et des sports nautiques est sous une simple tutelle de la direction des sports, donc du ministère des Sports. Elle va passer sous une double tutelle, direction des sports et direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, donc le ministère de la mer, où ce qui en tient lieu. C'est un petit clin d'œil parce que nous n'avons pas un vrai ministère de la mer, alors on est tous extrêmement déçus. Bon, il y a quand même la mer dans un intitulé ministériel, c'est déjà pas mal. Voilà, donc l'Institut national du nautisme, qui sera l'opérateur public interministériel de référence pour le développement des activités nautiques et subaquatiques. Il apportera une expertise et des conseils aux directions d'administration centrale, aux services déconcentrés de l'État compétent, aux collectivités territoriales. Il organisera des formations aux métiers des activités nautiques et subaquatiques. Et puis, il participera, c'est très important, c'est assez central évidemment dans son projet, à l'accueil et au développement des disciplines sportives nautiques et subaquatiques de haut niveau en collaboration avec les fédérations sportives délégataires. C'est grosso modo une fédération, elle a un groupe de sportifs qu'elle veut faire progresser dans sa pratique, eh bien, elle vient à l'École nationale de voile, plutôt elle viendra à l'Institut national du nautisme, qu'elle soit surf, parce que nous avons toute la côte ouest de la presqu'île de Quiberon qui est fort bien pourvue en vagues, qu'elle soit surf, canoë, kayak, même motonautisme peut-être, et elle pourra s'appuyer sur les équipements de l'Institut pour faire progresser ses équipes sous sa responsabilité et avec son expertise. L'Institut n'est pas censé détenir une véritable expertise dans chaque domaine. Il peut avoir des expertises en domaine de préparation mentale, préparation physique, mais pas forcément, et a priori pas dans les sports consacrés. C'est la fédération qui vient avec son expertise, mais qui profite de l'établissement et des installations et services proposés par l'établissement, moyennant finances. Car sachez-le, le budget de cet établissement public n'est pas couvert par des fonds publics. Il est couvert partiellement par des fonds publics, mais très majoritairement par des fonds exogènes. Donc l'établissement a besoin, a l'obligation de trouver ses propres ressources pour exister. Moi, je trouve ça assez sain, mais c'est peut-être parce que je suis un entrepreneur. Voilà. Mais ça implique d'être au meilleur niveau et proposer les meilleurs services, évidemment, pour satisfaire le public concerné par le futur Institut national du nautisme, actuellement École nationale de voile et des sports nautiques. J'en ai fini avec cette slide. Je vous remercie de votre attention et je serai tout à fait heureux de vous proposer de répondre à des questions s'il y en a. Merci beaucoup Philippe pour cette présentation. Ces chiffres toujours précieux pour les historiens qui sont dans la salle, qui vont comme ça compléter leurs fiches et puis sur cette question du nautisme. Merci d'avoir actualisé mes connaissances, effectivement. Donc j'ai bien compris, le 420 et tout ça, c'est dans un musée. Donc j'espère qu'il y a une version patrimoniale à tout ça, parce que ça a marqué pas mal les esprits. Donc on voit à quel point, moi j'ai été frappé par voir les emplois indirects, plus de 100 000 emplois, près de 45 000 salariés. Donc on voit à quel point c'est quelque chose qui est moteur, en plus des autres activités maritimes. Et puis on va peut-être en parler aussi, c'est une forme de maritimisation
des esprits, c'est ce qui contribue aussi à faire aimer la mer. Donc c'est vrai que le nautisme est une courroie de transmission tout à fait précieuse. Alors, comme d'habitude, micro-bâbord, micro-tribord, ça se met en place, merci. Donc merci d'avoir la gentillesse, comme toujours, de vous présenter. Qui veut poser la première question? Ah, c'est déjà prêt. Oui, bonjour, merci pour votre conférence, monsieur. J'avais une question. Vous avez beaucoup parlé, là vous venez de parler des moyens en général, mais plus globalement, vous pensez quoi de l'action du gouvernement ou des gouvernements récents sur la question du sport nautique? Et aussi, je me demandais, mais vous, du coup, votre ministère, c'est plus le ministère des sports ou d'autres ministères, comme par exemple le ministre délégué à l'économie, à l'industrie, ou tout simplement le ministre, une division du ministère des Outre-mer? Alors, vaste sujet qui doit amuser Eudes Riblier, parce que nous avons de grands débats, notamment au sein du cluster maritime français, sur cette question. La mer, par définition, est interministérielle. C'est difficile, hein. D'ailleurs, de temps en temps, les contempteurs du ministère de la mer disent « Mais dites-moi, y a-t-il un ministère de la Terre ?» Ah, c'est vrai. Bon. Cela dit, la mer, c'est quand même, il y a quand même une unité, il y a quand même quelque chose d'un petit peu particulier. Donc, aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il y a un conseil interministériel de la mer qui se réunit, pas assez souvent à notre goût, mais qui se réunit. Donc, tous les ministères, ou à peu près, peuvent être concernés. Le ministère de l'économie, le ministère de la Défense. Évidemment, la Marine nationale, elle dépend du ministère de la Défense. Mais nous avons, nous, en mer, un ministère de tutelle. Quelquefois, c'est un ministère de plein exercice ou un secrétariat d'État, c'était le cas avec Hervé Berville pendant quelques années, puis Fabrice Loher sur quelques mois, malheureusement, récemment. Aujourd'hui, on fait partie du ministère d'Agnès Pannier-Runacher, qui a un intitulé à peu près long comme ça, avec la mer à la fin. Voilà. Mais on a quand même un ministère de la mer. Et le ministère des Sports, qui n'est pas un ministère de tutelle directe, mais il a quand même sa tutelle sur le monde du sport. Et donc, c'est pour ça que le caractère assez innovant de cet Institut national du nautisme, c'est d'avoir un établissement public sous double tutelle, donc sous deux ministères. C'est une nouveauté. Alors, pour répondre à votre question sur suis-je satisfait du gouvernement et de son action au profit des sports nautiques, alors, je ne vais pas dire non, mais je ne vais pas dire oui non plus, parce que je me demande s'il a une action en matière de... Non, la direction des sports, elle a une action. La direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture a une action. Mais est-ce qu'il y a une véritable action politique actuellement de la part du gouvernement en matière de sport nautique ? J'en doute, mais c'est peut-être aussi bien, parce que je ne suis pas sûr que nous soyons une priorité absolue par rapport à tous les autres enjeux. Mais en tout cas, l'État, c'est sûr, est présent. D'ailleurs, pour tout vous dire, tout à l'heure, j'étais à la direction des sports, justement pour la préparation de la création de l'Institut national du nautisme. Et donc, il y a aujourd'hui des fonctionnaires, des agents de l'État qui travaillent sur ces sujets. Donc oui, nous sommes bien accompagnés. Et je n'ai pas l'impression que nous ayons trop à nous plaindre en tant qu'acteur du nautisme, de l'action du gouvernement ou de l'action de l'État. Même si on aimerait qu'il fasse beaucoup plus et qu'il nous donne beaucoup plus d'argent, mais ça, c'est tout le monde qui demande. Bonjour, merci pour votre intéressant exposé. Moi, j'avais une question. Je me posais la question de savoir pourquoi le salon nautique qui se tenait tous les ans à Paris au mois de décembre, porte de Versailles, a été supprimé. Alors je sais qu'il a été remplacé par des autres manifestations. Il y en a une qui se tient à Boulogne, je crois, ou enfin. Mais bon, le salon a pratiquement disparu en fait. Notre salon nautique. Bon, alors j'ai une bonne nouvelle. Il va très probablement renaître bientôt. Je ne peux pas vous en dire plus, mais en tout cas, l'annonce devrait être faite demain lors de l'Assemblée générale de la Fédération des industries nautiques. Ah oui, on est dans l'actualité. Ah oui, c'est fort, c'est fort. Donc, oui, le salon nautique est mort tout simplement parce qu'il est mort, en tout cas celui que nous avons connu à la porte de Versailles,
est mort tout simplement parce qu'il n'y avait plus de réalité économique. C'est-à-dire que faire venir des bateaux est devenu de plus en plus coûteux et compliqué. Donc les constructeurs ont fini par décider de venir sans bateau. Voilà. Et de ce fait, l'attractivité du salon a baissé, le nombre de visiteurs a baissé. Donc en fait, vous avez une spirale qui fait que économiquement, ça coûte extrêmement cher d'organiser un salon. Il n'y avait plus de pertinence économique. Ce qui est important de se dire d'ailleurs sur le salon nautique, c'est que les salons nautiques, parce que alors le projet de Nautique en Seine à Boulogne a été abandonné il y a déjà 6 mois à peu près. Donc le salon dont il parle est un nouveau salon. Mais je ne peux pas vous en dire plus parce que je découvrirai ça demain. Mais il faut se dire qu'un salon nautique, c'est un salon de vente. S'il n'y a pas de vente, il n'y a pas de salon. C'est-à-dire que le salon, il ne vit pas sur la billetterie. Ce ne sont pas les centaines de milliers parce qu'on a eu jusqu'à 300 000 visiteurs au Salon nautique de Paris, ce ne sont pas eux qui font vivre le salon, d'autant plus qu'il y avait une politique en France, sur le Salon nautique de Paris, de distribution tout à fait considérable d'invitations. Il y avait jusqu'à 75% de visiteurs invités, que juste 25% de payants. Donc ceux qui faisaient vivre le salon, c'était les exposants. Et les exposants ne venaient que s'ils vendaient. Et ils se sont rendus compte, en fait, que le rapport coût-impact pour eux était bien meilleur sur les salons à flot. Et nous avons 2 très beaux salons à flot en France, qui sont le Grand Pavois. Il y en a beaucoup, hein, mais les 2 majeurs sont le Grand Pavois de La Rochelle, en septembre, et, pardon de le dire en anglais, parce qu'avant c'était Festival de la Plaisance de Cannes, et maintenant c'est devenu le Cannes Yachting Festival, voilà, qui a lieu en septembre aussi, et qui sont dans leurs domaines respectifs de très très beaux salons internationaux, ou en tout cas de dimension internationale. Bonsoir monsieur et merci pour votre exposé. Donc, je suis Guillaume Muret, je suis élève en 2e année de licence à l'Institut catholique de Paris, je suis en Histoire Sciences Po. J'aurais une question plus matérielle parce que sur les effectifs dont dispose votre fédération en termes d'entraîneurs et de moniteurs pour faire vivre cette fédération et pour continuer de transmettre cette passion de la voile. Je vous remercie monsieur. Alors, je vais avoir un petit peu de mal à vous répondre dans la mesure où... mais la question que vous venez de poser est tout à fait intéressante parce qu'elle met le doigt sur une des problématiques que nous avons et qui nous conduit d'ailleurs à changer de nom. Aujourd'hui, il y a une confusion entre l'École nationale de voile et des sports nautiques et la Fédération française de voile. Et pour tout vous dire, la Fédération française de voile, qui est l'institution qui est délégataire sur l'encadrement de la voile en France, notamment des équipes de France avec les entraîneurs, a pu prendre ombrage, disons, de cette autorité dont bénéficiait l'École nationale de voile et des sports nautiques. Je pense qu'en devenant Institut national du nautisme, on va régler tout ça et il n'y aura plus de confusion. Alors, moi, je ne préside pas le conseil d'administration de la Fédération française de voile, mais de l'École nationale de voile et des sports nautiques. Alors, nous avons 50 agents, dont une majorité de fonctionnaires d'État, donc cadres d'État qui relèvent de la direction des sports, donc 50 personnes qui travaillent à l'École nationale de voile et des sports nautiques dans différents domaines. Nous avons notamment des ingénieurs qui font des mesures sur les matériels. Nous avons 2 ingénieurs. Ah oui, et puis il faut que je vous raconte un truc sur l'école quand même. 2 ingénieurs qui notamment animent le programme du carbone à l'or, c'est-à-dire qu'ils vont mesurer notamment les foils, les appendices, pour essayer d'identifier les meilleures formes, les meilleurs matériaux pour gagner en performance. Parce que, évidemment, à ce niveau-là, ça se joue sur très peu de choses. Donc, on a des ingénieurs qui font donc du calcul, des mesures. On a évidemment des préparateurs physiques, préparateurs mentaux. On a toutes les équipes techniques qui gèrent le matériel, le stock de matériel que nous avons. Et puis, tout l'encadrement. Nous avons les formateurs, évidemment. Et puis, tout l'encadrement au niveau de l'hébergement et de la restauration, ce qui fait une équipe de 50 personnes à l'école Futur Institut. Et nous accueillons au sein
sein de l'école un certain nombre d'entreprises partenaires, dont MM Concept. Et MM Concept a fabriqué le trimaran qui a supporté le cheval d'argent de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Donc je vous promets, moi je me promenais au sein de l'école et j'ai vu le cheval bien avant les Jeux Olympiques. J'ai pris le cheval en photo. Alors je trouvais le... Non, j'avais pas le droit. Mais... non, c'est vrai en plus. Mais je l'ai montré à personne. Je l'ai juste gardé pour moi. Bon, j'ai montré peut-être à ma fille aussi, mais bon. Mais en plaisanterie mise à part. Mais voilà, on accueille des entreprises de ce type. Et c'est vrai que ce fut un succès absolument incroyable, ce cheval d'argent. Mais très honnêtement, quand je l'ai vu à l'école, dans son système, sur son socle là, avant d'être mis à l'eau, je n'ai absolument pas imaginé l'impact qu'il aurait. Absolument pas. Non, voilà. Bon, on est assez fiers, évidemment, de cette réussite, de cette jolie boîte. Pardon. Patrice Bernier nous demande « Merci pour cette belle présentation. Comment, à l'image de la semaine du nautisme à La Rochelle, la fête du nautisme, qui est pourtant un excellent moyen d'orienter le regard du public vers le monde maritime, pourrait-elle être relancée ?» Alors, c'est amusant parce que la semaine de La Rochelle est née de la fête du nautisme. Non, sans blague. Donc, dans les années 2000, on crée la fête du nautisme. Et puis, on a identifié des événements phares. Et La Rochelle s'est mobilisée et a été événement phare très vite. Et depuis, l'événement phare est devenu un très gros événement local et régional. Comment relancer la fête du nautisme? Alors, très honnêtement, il n'y a qu'un moyen. Alors, elle a duré une dizaine d'années et puis manifestement il y a eu un essoufflement au sein des organisations qui participaient à l'organisation, à l'événement, puisque le concept était relativement simple. La Fédération des industries nautiques, qui était porteuse du projet, et un certain nombre de partenaires, je pense à Voies navigables de France notamment pour la partie fluviale, en fait coordonnait le recrutement de clubs, d'établissements qui souhaitaient, pendant 2 jours, proposer des portes ouvertes au grand public. Et donc, en échange de quoi, nous, organisateurs de la fête du nautisme, on mettait en lumière ces établissements, on les faisait connaître par les moyens de communication de l'époque, site web déjà, emailing, et puis un certain nombre d'affichages dans les médias français. Et on donnait et on offrait à chaque participant un kit de communication avec impression d'affiches, de flyers, etc. On faisait même des 4x3 pour les événements phares. Hein, et on leur envoyait les 4x3. Donc c'est une question de budget, pour répondre de volonté et de budget. Mais peut-être que si cette fête du nautisme s'est arrêtée, c'est tout simplement parce qu'il y a eu un essoufflement et qu'il y avait sur le terrain moins d'envie de faire la fête du nautisme. Les micros, il n'y a pas de problème. Et je vous remercie. Jean-Claude Le Goff, je m'intéresse à l'histoire maritime. Vous avez surtout insisté sur les activités sportives, au fond, des nautistes. Il y a à peu près 23 millions de bateaux de plaisance dans le monde. Là-dedans, il n'y en a pas la moitié de bateaux à voile, c'est plus de la moitié de bateaux à moteur. Mais je voudrais souligner 2 choses. D'une part, la voile n'est pas toujours un sport pour beaucoup de gens. Il y a aussi une façon de vivre, en quelque sorte. C'est, comme Moitessier disait, c'est le plaisir d'être en mer plutôt que de faire, à la limite, des compétitions. Et pour toute une partie de personnes, même si beaucoup de voiliers restent au port, en se plaçant du point de vue de la voile, je crois qu'il y a une autre dimension de la voile, si vous voulez, qui n'est pas seulement un sport, mais qui est une façon de vivre, une activité. Il y a de plus en plus des couples qui partent avec 2 enfants. Faire de la voile, autour du monde, c'est pas forcément du sport, même si quelquefois ça peut être un peu sportif, mais il y a une dimension non sportive. Et je dirais que si on regarde un peu l'histoire, au fond, c'est un nouveau rapport de l'homme à la mer, en quelque sorte.
Je dirais que les premiers, les Hollandais, ont créé des activités, les spielyachts, comme ils appelaient ça. Le mot yak étant prononcé comme yacht dans le petit Larousse et yak dans le petit Robert. Mais revenons à son origine hollandaise, qui était plutôt le yak qui avait créé des bateaux de plaisance à la fin du XVIIIe siècle. Depuis, ça s'est énormément développé. Et il y a quand même quelque chose d'assez étonnant, c'est que jusqu'au être marin, je dirais, jusqu'au presque le XIXe siècle, c'était un peu aller dans l'enfer, en quelque sorte. Depuis, les gens y vont pour le plaisir. Et cet aspect de nouveau rapport de l'homme à la mer, je trouve, est assez important. Et tout à fait, ce que vous soulignez d'ailleurs correspond assez bien avec une appellation que je trouve peut-être personnellement un peu désuète, mais qui dit ce qu'elle est, c'est la plaisance. Et cette formule, ce mot dit beaucoup. Alors vous avez raison, j'ai été un peu réducteur. Il s'agit d'activité nautique, pas forcément de sport nautique. Bon, mais ça, moi, ça m'arrangeait pour ma présentation de rassembler tout ça sous sport nautique. Pierre nous demande quelles sont les actions orientées écologie dans les ports nautiques. Sait-on évaluer l'impact du changement climatique sur les sports nautiques? Alors, si on parle de sport nautique, là je vais... Si on parle de sport nautique, ben on est assez bon parce qu'en général, les sports nautiques, on va parler majoritairement voile, canoë-kayak, aviron, surf. L'impact sur l'environnement de ces activités est relativement réduit, hein, d'autant plus qu'il y a un gros travail qui est fait sur les matériaux. Et notamment de plus en plus sur les matériaux biosourcés. D'ailleurs, nous avons le challenge de l'innovation à l'École nationale de voile des sports nautiques le 28, et nous allons étudier, peut-être décrochera-t-il le prix, nous allons étudier la création de surf avec un matériau issu des champignons. Voilà. Bon. Donc totalement biodégradable, évidemment, etc. Donc il y a de gros travaux faits sur les matériaux, évidemment. Bon, si on en vient aux activités nautiques, on ne va pas se cacher qu'il y a le motonautisme. Et le motonautisme, c'est pas très très vert, c'est évident. Même si les fabricants et les constructeurs de moteurs, et singulièrement de moteurs hors-bord, ont fait des efforts absolument incroyables ces dernières années avec des réductions d'émissions d'émissions gazeuses avec des facteurs que je serais incapable de vous donner aujourd'hui, mais qui sont tout à fait significatifs. Évidemment, il y a la pratique, l'arrivée des moteurs électriques. Alors ensuite, on peut discuter du caractère écologique de moteurs électriques, mais disons qu'en tout cas, en matière d'émissions gazeuses, c'est totalement réduit. Donc il y a évidemment une volonté générale de la part des acteurs du nautisme de réduire l'impact sur l'environnement, pour une raison absolument claire, c'est que je pense que personne ici ou notre interlocuteur à distance n'a envie de pratiquer une activité nautique dans un espace pollué. Donc on recherche tous des espaces aussi propres et aussi naturels que possible. Donc il y a une vraie démarche de la part des fabricants, et d'ailleurs avec un certain nombre d'obligations, hein, faut pas le nier, pour aller vers plus de protection de l'environnement, mais ça reste une activité humaine. Lorsque nous avions fait ce bilan, cette évaluation de l'impact environnemental du nautisme, alors je m'en doutais un peu, mais on est arrivé à un chiffre qui est infinitésimal. De mémoire, c'était 0,12% d'impact. Mais il faut dire que ça représente un nombre sur une population mondiale, un nombre de pratiquants qui est extrêmement réduit, et pour ne pas dire très privilégié. Évidemment, dès qu'on commence à parler de bateau, parce que le coût d'un bateau, je dirais, si on se réfère à la population mondiale, c'est extrêmement, extrêmement élevé, évidemment. Laurent Castin, qui était là il y a
juste avant Noël, nous rappelait que l'ensemble du transport mondial qui prenait la mer, c'est à peu près 3,5% des gaz à effet de serre, tandis qu'Internet mondial est à 4 et tend vers 5. Donc on voit là, en rappelant que le transport maritime, c'est 92% en volume du transport mondial. Bonsoir monsieur. J'ai trouvé donc votre présentation très captivante. Et donc, vu qu'on a beaucoup parlé des JO donc, de Paris 2024, et que donc, beaucoup de fédérations et d'associations ont beaucoup bénéficié par rapport au nombre d'adhérents qui ont augmenté, je me demandais, mais est-ce que vous aussi, le nombre d'adhérents dans les associations de voile et même nautiques a plutôt bien augmenté suite aux JO? Je vous remercie. Alors, je confesse je vais avoir du mal à vous répondre parce que je ne dispose pas encore, et nous ne disposons pas à ma connaissance encore de chiffres. Notamment, on l'a vu, la pratique dans les écoles de voile. Les écoles de voile, c'est les clubs de la fédération, c'est 1,5 million de pratiquants chaque année de la Fédération française de voile. En école française de voile, qui est un réseau de plus de 400 écoles, on approche les 500 000 stagiaires. On en saura plus l'été prochain. Et on verra s'il y a une augmentation notable. Je ne sais pas dans quelle mesure les fédérations de sport nautique vont bénéficier d'un effet JO, parce que je ne suis pas sûr que l'exposition médiatique de leur sport ait été considérable, hormis pour le surf peut-être. Je ne suis pas sûr qu'on ait vu beaucoup de canoë-kayak, je parle sous votre contrôle. Je ne suis pas sûr qu'on ait vu beaucoup d'avirons. Je sais qu'on n'a pas vu beaucoup de voiles. Donc, ont-ils bénéficié, ces sports, eux aussi, d'un impact favorable JO ? Il faudra voir. En tout cas, ce que je peux vous dire, on est loin des activités nautiques, mais j'étais sur le fleuve à Paris aujourd'hui avec des acteurs du fleuve. Eux, l'impact JO, ils ne le ressentent pas hein, aujourd'hui. Voilà. Oui. Bonsoir monsieur, merci beaucoup pour votre présentation. J'avais une question un peu plus précise, donc notamment dans le cadre des JO, il y a beaucoup de bouées géostationnaires qui ont été créées et développées, notamment je crois au niveau de l'ENVSN. Est-ce qu'il y a un réel impact écologique de ces bouées qui nécessitent du coup des moteurs en continu pour les maintenir au niveau des parcours comparé à des bouées qu'on pourrait appeler classiques avec des ancrages? Et est-ce que vous avez des chiffres par rapport à ça? Merci beaucoup. Alors normalement, je crois que dans certaines émissions de télévision, on décroche son téléphone et on appelle un ami, c'est ça. Je suis incapable. Alors moi, je sais. Alors là, les bouées, en l'occurrence, dont vous parlez, je n'en ai jamais entendu parler. Jamais. Est-ce que vous faites référence peut-être au dispositif Wind Morbihan, qui effectivement a été créé par l'École nationale de voile et des sports nautiques, avec un certain nombre de capteurs qui permettent de mesurer le vent en temps réel sur l'ensemble du Morbihan et qui est en train de s'étendre actuellement vers la Loire-Atlantique et vers le Finistère. Mais en tout cas, je prends le point. Et dès demain, je vais me rapprocher d'Alex Cornu, le directeur de l'École nationale de voile et des sports nautiques, pour lui poser la question. Voilà, il va me dire, mais Ignard, voyons, je t'en ai déjà parlé. Philippe, bateau ventouse, bateau abandonné, déconstruction peut-être? Ah merci, merci. J'aurais été triste qu'il n'y ait pas cette question. Alors, c'est un sujet extrêmement complexe. Alors, je n'ai pas les derniers chiffres parce que moi, j'ai quitté la Fédération des industries nautiques maintenant il y a de nombreuses années, mais tu l'as souligné, Eudes, j'ai été à l'origine de la création de l'APER, l'Association pour la présence éco-responsable, dont j'ai été le premier administrateur délégué. Et je vais vous raconter une anecdote. Donc, soyons clairs, la Fédération des industries nautiques, quand elle m'a chargé de cette mission de déconstruire les bateaux de plaisance hors d'usage, parce qu'à l'époque, on parlait de BPHU, comme on a parlé des VHU, les véhicules hors d'usage, avait quand même une arrière-pensée, c'était de vider les ports. Ah oui, l'équation est simple, les ports sont remplis, c'est bourré de bateaux ventouses, on enlève les bateaux ventouses, on les fait passer en bateaux de plaisance hors d'usage, et ça crée de la place pour les bateaux neufs. Sauf que ça ne s'est pas passé comme ça. Parce que
et heureusement dans notre pays, les ports de plaisance, pour que vous puissiez conserver votre place de port, vous devez tous les ans non seulement acquitter d'un droit de stationnement, d'un droit de port, mais également présenter une attestation d'assurance. Donc inutile de vous dire que quand un port identifie un bateau qui ne répond plus à ces deux obligations, il commence à se mettre en marche. Et quand on a commencé à chercher des bateaux à déconstruire, je me rappelle, on s'est rapproché du port de La Rochelle, d'ailleurs je citais La Rochelle tout à l'heure, qui est un des plus grands ports d'Europe. Il se tire la bourre avec Port-Camargue, qui est le plus grand. Hein, ça change, il met un ponton de plus, c'est moi, l'autre met un ponton de plus, c'est moi. On interroge La Rochelle, et La Rochelle nous dit, après une grande étude qui était passée dans Voiles et Voiliers, elle nous dit, nous, on a 3 bateaux en situation d'occupation illégale du domaine maritime. Ah! Alors oui, il y a des bateaux ventouses. Oui, il y a des bateaux ventouses. Il y a des bateaux qui ne naviguent pas. Mais à ce moment-là, donc, vous allez chercher le bateau ventouse, mais le bateau ne navigue pas, mais vous avez quelqu'un qui paye la place de port, qui paye l'assurance. Et là, vous allez sonner à la porte et vous tombez sur quelqu'un qui vous dit « Ah, oui, c'est le bateau de mon mari. Il est très malade, c'est sa raison de vivre. » Ah, pardon, madame, excusez-moi, évidemment, voilà. Et vous avez des cas comme ça partout. Donc nous, on n'avait pas encore tout à fait identifié ça. On crée un centre test de déconstruction de bateaux de plaisance à Caen. Et puis on recrute quelqu'un pour aller nous chercher des bateaux de plaisance à déconstruire. Et on lui donne une mission sur le Calvados. On ne trouve pas de bateaux de plaisance à déconstruire. Alors, sachant qu'à l'époque, on avait, nous, on allait chercher le bateau, on payait le transport jusqu'au centre de déconstruction, ça ne coûtait rien au propriétaire. Ben, on lui dit, bah, tu vas vers la Manche, tu ne trouves rien dans la Manche. Ben, va en Bretagne. On s'est mis à diffuser des appels à dons de bateaux à déconstruire dans toute la France. On a fait venir des bateaux du Sud en camion pour pouvoir tester la déconstruction de bateaux de plaisance hors d'usage. Alors, je ne résiste pas au plaisir de vous raconter cette anecdote. Évidemment, quand même, cette question des bateaux de plaisance, elle excitait un certain nombre de gens qui disaient « c'est pas bien, c'est pas bien ». Et à l'époque, la secrétaire d'État ou ministre de l'Environnement s'appelait Nelly Olin. Et donc, un jour, je me retrouve convoqué au ministère pour évoquer cette question des bateaux de plaisance hors d'usage, que nous-mêmes, à la Fédération, nous avions mis sur la table de notre propre initiative. Et là, je me trouve devant un groupe de gens, dont un certain nombre d'amis, d'ailleurs, que je ne citerai pas, parce que ce sont des amis, qui me regardaient avec des gros yeux, j'étais le méchant. Et puis, il y avait le directeur de cabinet de Nelly Olin qui commence à me dire, voilà, nous sommes face à un problème environnemental de première importance, la déconstruction de bateaux. Il me fait tout son petit laïus. Et alors là, je le regarde et je lui dis, écoutez, monsieur le directeur de cabinet, vous m'annoncez une excellente nouvelle. Stupeur autour de la salle. Ben oui, parce que vous me dites qu'il y a des bateaux à déconstruire. On en cherche. Où sont-ils? J'ai vu dans son œil un éclair d'ironie. Il s'est dit, je me suis fait avoir sur ce coup. On a plié l'affaire et nous, on a pu continuer à faire un travail sérieux qui a amené à la création de l'Association pour la plaisance éco-responsable, qui a été reconnue depuis éco-organisme et qui aujourd'hui gère, pour le coup, la filière de déconstruction de bateaux de plaisance sur l'ensemble de la France, selon des normes fixées par l'État, etc. Et le travail est bien fait. Et nous avons été précurseurs au niveau européen, je tiens bien à le dire, peut-être même au niveau mondial. Il y avait les Finlandais qui étaient un peu sur le coup. Sinon, personne d'autre ne s'en occupait. Tout ça pour dire que c'est compliqué, cette question des bateaux ventouses. Et puis, on a souvent l'impression que les bateaux ne sortent pas. Et puis, on nous sort de temps en temps des chiffres. Ils naviguent 3 jours par an. Vous l'avez peut-être entendu, celle-là. Les bateaux de plaisance, ça navigue 3 jours par an. Ah oui, mais si ça navigue, et notamment ils disent ça parce que quand vous avez votre moteur et que vous faites l'hivernage de votre moteur, le chantier, il sait combien d'heures le moteur a navigué. Donc il a navigué, il a navigué 3 jours. Donc 72 heures. 72 heures de navigation au moteur. C'est une sacrée navigation, hein.
Je peux vous dire, parce qu'en général, la plupart des pratiquants de motonautisme, ils partent de leur mouillage ou de leur port, ils font 20 minutes de navigation, ils vont se poser dans une baie, hop, pique-nique, baignade, etc., etc. Paf, on remonte sur le bateau, paf, on rentre. Si ça a pris 40 minutes dans la journée, c'est un grand maximum. Donc pour faire 72 heures, c'est vous dire qu'il y en a des sorties. Donc je crois qu'il faut relativiser cette question de la navigation. Je pense que les Français sont pas complètement idiots. Je le disais, un bateau, ça coûte cher. Que ce soit un bateau à voile, un bateau à moteur, ça coûte cher. Et les propriétaires de bateaux essayent de l'utiliser un maximum en fonction de leurs possibilités. C'est jamais assez, mais c'est vrai qu'il faut aussi travailler. Et le bateau, c'est souvent lié aux congés et aux vacances. Mais c'est vrai qu'on aimerait qu'il navigue plus, c'est évident. Merci. Cassandra Tocco nous dit bonjour, le rôle du nautisme dans l'économie bleue prend de plus en plus d'importance. Comment envisagez-vous l'évolution de ce lien dans les années à venir? Quels sont, selon vous, les principaux défis à relever pour garantir un développement durable et équilibré du secteur afin qu'il contribue pleinement à l'économie bleue? Eh bien, écoutez, si l'économie générale va bien, le nautisme ira bien. C'est tout, hein. C'est simple, hein. Quand vous avez des préoccupations au quotidien, je dirais presque existentielles, c'est un terme qui est beaucoup utilisé ces derniers temps, existentielles, bah, vous probablement vous portez moins sur la pratique des activités nautiques. Donc espérons que l'économie générale aille bien et ce sera bon pour les activités nautiques et bon à ce moment-là, évidemment, par répercussion pour l'ensemble de l'économie bleue. Mais je crois que c'est la condition sine qua non, parce que sinon, il y a de l'envie. Hein. Il y a de l'envie de pratique nautique, il y a de l'envie d'aller sur l'eau, il y a envie de loisirs nautiques, ça s'est avéré, y compris chez les jeunes générations, qui pourront nous le dire. Ah, évidemment, c'est difficile d'être propriétaire d'un bateau à 20, 25 ou 30 ans. Souvent, on profite du bateau d'un parent, d'amis, etc. Mais on voit des jeunes sur l'eau en bateau, on voit des jeunes à la voile, et puis qui sont peut-être sur la voile légère ou la glisse, mais qui viennent un jour au bateau. Donc je crois qu'il y a de l'avenir pour les activités nautiques. Encore faut-il que le monde aille bien. Philippe, il y a de plus en plus de population sur le littoral. Tous les départements, toutes les villes littorales croissent en termes d'habitation, pas simplement l'été, mais toute l'année. J'avais été frappé de voir qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon, où c'est sans doute pas les eaux les plus chaudes, je dirais, de l'archipel France, en quelque sorte, dans le cadre du programme de l'éducation nationale, il y avait une pratique de la voile. Et Karine Clairaut, qui était la sénatrice maire de Saint-Pierre-et-Miquelon, avait beaucoup vanté cette pratique en disant que ça crée des vocations. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que dans le cadre du futur Institut national du nautisme, il puisse y avoir des conventions ou des recherches de conventions pour que l'éducation nationale, que certains rectorats d'académie puissent inciter les jeunes à cette pratique qui pourrait être tout à fait intéressante? Mais parce que ça a été dit, c'est un art de vivre aussi. Hein. Mais c'est le cas, Christian. Alors on en est où? Ah, mais la voile à l'école est tout à fait développée. Alors évidemment, surtout sur la frange littorale, mais je crois que c'est sur la base du volontariat de la part des écoles. Mais tu as beaucoup de classes, de primaire et, à ma connaissance, de collège, mais surtout de primaire, qui vont naviguer à la place d'heures d'éducation physique et sportive. Donc c'est déjà en place. Je n'en sais pas beaucoup plus sur le développement de cette pratique, qui impose évidemment d'avoir des infrastructures d'accueil et d'encadrement de qualité, mais en tout cas ça existe. Alors il y a une question. Merci pour votre intervention. Je suis un navigateur à voile qui va devoir bientôt, son bateau, rester au port. Because je suis tout seul et j'ai un certain âge. Alors s'il y a des gens qui sont intéressés de naviguer, je ne dis pas pour aller faire une croisière, j'ai quand même traversé la Manche, on était trois, donc je navigue toujours avec des équipages. Mais là, je deviens, malheureusement, par le décès de mes équipiers. Alors si vous voulez me rencontrer, je vais descendre tout à l'heure là. Et puis, où est-il votre bateau, monsieur? À Saint-Brieuc.
Donc la question, c'est comment marchent les bourses aux équipiers? C'est ça la question. Et je ne fais rien payer, je loue pas, à part que je ne sais pas bien faire la cuisine. Alors ça, il reste la boîte de conserve. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous en prie, monsieur. Alors, il y a des sites Internet, voire des applications maintenant, je pense à Vogue avec moi, où on peut faire connaître une demande comme la vôtre et une forme de bourse des équipiers en ligne. Donc ça existe. Alors je pense à Vogue avec moi, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Bonjour, que pensez-vous de la récente interdiction de location de bateaux à la nuitée au port de plaisance de La Rochelle, pratique de type Airbnb, nous dit Bontet? Voilà, ça aussi c'est un vieux sujet. Oh là 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 là, parce que je me souviens d'un monsieur qui avait un projet de créer véritablement des bateaux destinés à la location et c'était très mal perçu. Alors, c'est très compliqué, je crois. Alors, je ne suis plus du tout un spécialiste. Je sais qu'on a une problématique là-dessus d'occupation du domaine public maritime. C'est-à-dire que les ports, qui sont du domaine public, hein, tous les ports, c'est le domaine public. Il n'y a pas de port privé en France. Il y a eu à une époque des places de port qui ont été vendues auprès de notaires. Ça a créé des problèmes considérables parce qu'à un moment, l'État a dit vous ne pouvez pas vous accaparer le domaine public. Donc il y a des gens qui avaient acheté quelquefois des dizaines de milliers d'euros, voire plus, dans le sud de la France, qui avaient acheté des places et on leur disait mais non, vous n'êtes pas propriétaire de votre place. Je peux vous dire, là, dans les années 2000, ça avait fait des scandales terribles. Donc, un port de plaisance, il n'est pas conçu pour accueillir des bateaux stationnaires destinés au logement. Ce n'est pas sa vocation, ce n'est pas sa fonction. Donc, je crois que, fondamentalement, il y avait en tout cas un problème juridique. Ce problème a-t-il été levé depuis? Je ne sais pas. Monsieur Buchet. Oui. Bonjour. Joséphine, étudiante en deuxième année, aussi passionnée de voile. J'ai juste une question, c'est que moi, dans ma pratique de la voile, j'ai vu qu'il y avait quand même très peu de femmes. Donc on a vu pendant les courses au Grand Large, comme le Vendée Globe, tout ça, il y avait Violette d'Orange et tout. Mais il y a quand même une sous-représentation féminine dans la voile. Donc est-ce que vous pensez que vous pourrez remonter ça et essayer de faire en sorte qu'il y ait plus de parité dans ce sport aussi? Voilà. Alors, ce point est parfaitement exact pour la course au large, pour des raisons sur lesquelles j'aurais du mal à m'exprimer, parce que il y a des navigatrices. Je pense à notre amie Catherine Chabot qui a couru la route du Rhum récemment, Isabelle Autissier, Violette d'Orange évidemment, qui est devenue une star française, mais elles sont peu nombreuses sur la course au large. Ce n'est pas tout à fait le cas sur la voile légère. Sur la voile légère, je ne parierai pas sur une parité, mais en tout cas, il y a une présence de femmes tout à fait significative. Voilà, donc... mais j'ai envie de dire en même temps... en tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que sur la voile légère, dans les écoles de voile, dans les clubs, il n'y a aucune barrière à l'entrée pour la pratique féminine, au contraire. Donc, si des jeunes femmes et des jeunes filles veulent pratiquer la voile en France, à travers le réseau des clubs de la Fédération française de voile, elles trouveront toujours portes ouvertes. Faut-il encore qu'elles en aient envie. Mais sur la course au large, c'est vrai, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Est-ce que c'est le manque de sponsors? Je ne sais pas. En tout cas, je suis sûr que des gens travaillent sur ce sujet, mais j'aurais du mal à vous en dire plus. Le changement climatique est-il un problème pour les sports nautiques? Nous demande Hervé. Alors, s'il implique, comme je le disais tout à l'heure, non, ça ne marche pas, parce que là, on ne parle pas de pollution, on parle de changement climatique. Alors, évidemment, si les conditions climatiques deviennent tellement désagréables, pour ne pas dire invivables, oui, j'imagine qu'on aura moins envie de pratiquer les sports nautiques
dans ce type de conditions. Mais a priori, je ne vois pas comme ça de frein à la pratique des sports nautiques spécifiquement, voilà, spécifiquement, qui ait des effets par ricochet évidemment sur des contraintes venant sur la vie quotidienne qui font qu'on a moins envie ou moins l'occasion de pratiquer les sports nautiques, mais stricto sensu. Avec les événements climatiques extrêmes. Ah oui, évidemment. Peut-être que ça fait référence au voilier qui a sombré cet été, effectivement, suite à une brise marine brutale. C'est peut-être lié à ça, cette question. Oui, alors là aussi, je ne sais pas où en est l'enquête, mais ce que je crains, c'est qu'il y a eu, là, pour ce bateau, des erreurs commises par l'équipage. C'est en tout cas ce que j'ai lu dans les médias juste après, avec des sabords ouverts, le mât qui n'avait pas été mis dans la bonne position, etc. etc. Donc, m'en semble-t-il, l'équipage n'aurait pas été assez réactif. Mais là, je dis ça avec beaucoup de conditionnels, car je n'ai pas eu les derniers éléments. Merci. Peut-être une dernière question, ou de nos internautes, ou dans la salle, avant de conclure. Non ? Écoutez, moi, en ce qui me concerne, je rappellerai simplement la date prochaine de notre dernier mardi de la mer de l'année universitaire 24-25. Ça sera presque quelqu'un qui va nous servir d'interprète. Il s'agit de François Sarano, qui est l'un des derniers de l'équipe Cousteau, qui est le monsieur qu'on voit toujours à côté du grand requin blanc, si vous voulez, ou des grands cachalots. François Sarano, qui va nous parler, qui est docteur en océanographie, plongeur professionnel, bien, etc. Ce que nous apprennent les rencontres avec les cachalots. Et c'est quelqu'un, je l'ai vu parler, qui sait parler aux cachalots, qui parle cachalot. Donc peut-être où dira-t-il quelques mots, je dirais, au terme de cette année universitaire. Donc ce sera le mardi 8 avril. Donc vraiment une rencontre à pas louper. Avant que Driblier ne fasse la conclusion, pour remercier en notre nom à tous Philippe Fourier. Je vous rappelle que vous avez quelques supports. L'entrée est gracieuse, donc n'hésitez pas pour qu'on acclame vraiment nos intervenants et notamment François Sarano. Merci. Conclusion donc du président de l'Institut français de la mer. Oui, merci Philippe. Sur l'eau, dans l'eau, sous l'eau, impact loisir, impact santé, impact économique, enjeux démocratiques. Tu nous as fait un magnifique panorama de tous ces sujets nautiques. Merci infiniment d'avoir été là avec nous ce soir. Merci Philippe.